Alors, excusez-moi, il faut faire quelques petits réglages. J'avais laissé mon son. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous me voyez bien, que tout va bien. Alors, bonjour Thibaut. C'est une première pour moi. Alors, bonjour à tous. J'aimerais juste d'abord savoir si vous êtes là, jeunes gens. Enchanté de vous voir. Je ne me vois plus bouger sur mon écran, pour être honnête. Est-ce que quelqu'un peut me faire un signe? Tac, tac, tac. Allô? Bon, ben voilà. Bon, bonjour à tous. Ça y est, visiblement vous êtes actifs. Alors, ravi de vous retrouver sur ce premier live où on va essayer de faire les choses correctement. Va falloir se caler un petit peu. Alors, première chose, merci à tous de vous signaler par un petit bonjour qui me permettra de faire l'appel il y a des noms un peu étonnants parfois, mais je vous reconnais. Voilà, on va essayer d'y arriver. C'est pas évident, pour être honnête, de ne pas avoir de public en face. Alors, l'idée, c'est d'essayer de reproduire un petit peu dans l'esprit ce qui se passe ensemble en classe. Donc, je vais vous faire un cours sur l'art. Aujourd'hui, on sera un cours sur l'art. Et vous aurez tout loisir de revenir sur la vidéo puisqu'elle sera enregistrée sur le site. Et puis voilà, donc moi je vous invite à sortir vos affaires, à noter un peu comme d'habitude, et vous avez tout loisir, et j'espère bien que vous ne manquerez pas de le faire, de me poser des questions par le chat. Voilà. Alors j'espère que tout le monde a une connexion à peu près correcte, entend les choses. Juste vous pouvez me confirmer par un petit message que le son est bon pour vous, et puis on va s'y mettre. Voilà. Hop. Bon. Ça bug un peu des fois. Bon, on va essayer de prendre le temps. Le son est bon, c'est ok. Bon, moi à l'image, j'en ai pas plus là. À un moment, j'aurai peut-être des petites choses à vous montrer. On verra ce que ça donne. Bon, et bien écoutez, si le son est bon, je vous propose qu'on se lance. Alors, je vous avais prévenu, selon les classes, on était plus ou moins avancé sur le sens du sacré. Je vous rappelle, c'est notre grand 4 de la 3e problématique sur la culture. Le grand A du grand 4, c'était le sens du sacré, et nous enchaînons sur grand B, le sens de l'art. Grand B, le sens de l'art, comme ça tout le monde redémarre au même niveau, et puis on verra par la suite comment les choses se déroulent. Tant qu'on est en confinement, on va faire ça à la suite tous ensemble, et puis sur la fin, on reviendra sur la question de la religiosité, où je vous ai exposé le caractère un peu particulier de toute façon de la thématique de la religiosité, qui fait que vous n'avez pas à vous inquiéter pour le bac. C'est une ressource tout à fait intéressante en termes d'arguments dans le domaine de la culture, puisque c'est un élément important de la culture, mais pour autant, vous n'aurez pas de dissertation spécifiquement orientée sur la question religieuse. C'est rarissime, voire ça n'existe pas. Bon, donc on finira la question de la religiosité, du sacré et du profane plus tard, et on se lance ici dans le grand B, le sens de l'art. Alors on va essayer de montrer, de réfléchir à cette question de l'art qui est souvent évoquée, mais pour lesquelles il y a beaucoup de choses à dire, pour essayer de voir en quoi l'art représente une manifestation de la culture chez l'homme. Alors, puisque par ailleurs, quand on parle culture, facilement, on a tendance à se représenter justement la question de l'art. Et c'est ce qui semble le plus évident. Donc, on va essayer de trouver des éléments pour argumenter cette appartenance de l'art au domaine de la culture et cette dimension importante. Bon. Alors, ce que je me rends compte d'une difficulté, c'est qu'il est difficile de faire court et de voir toutes les remarques que vous faites. Alors, il y en a qui m'entendent, mais qui ne me voient pas, d'autres qui me disent que c'est bon, etc. Bon. Ça coupe. Excusez-moi, je prends 2 secondes pour lire les messages.
Bon, pour ceux qui désespèrent parce qu'ils n'arrivent pas à m'entendre, vous pourrez encore une fois reprendre le... Ah. Il y a des gens qui interviennent que je ne connais pas. Bon, c'est pas grave. Bon, on poursuit. Donc, petit 1, grand B, le sens de l'art. Petit 1, qu'appelle-t-on une œuvre d'art? Qu'appelle-t-on une œuvre d'art? Alors, c'est la première grande question qui va nous intéresser. Qu'appelle-t-on une œuvre d'art? Petit 1. Alors, de la même façon que le fait religieux, la technique, le travail, le langage se manifeste dans toutes les sociétés, le fait artistique, c'est également un phénomène qui est présent dans toutes les civilisations. On a même tendance à faire remonter l'humanité justement aux premières manifestations de l'art, comme l'art pariétal, l'art qu'on trouve dans les grottes, à Lascaux, encore plus ancien, à la grotte Chauvet. Donc, mais la question qui va nous préoccuper là tout de suite, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre un simple objet d'usage et une œuvre d'art? Et donc, quelle différence y a-t-il entre un objet technique et une œuvre d'art? Alors, c'est quelque chose qu'on va tâcher de réfléchir. Et de la même façon, quelle différence y a-t-il entre un chef-d'œuvre artistique et une œuvre qui n'aurait pas de valeur? Alors, je peux par exemple vous proposer une petite image. Si je... Hop. Si j'y arrive. Tac, 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 tac. Je m'étais préparé ça et je n'y parviens plus. Hop. Pourquoi ça n'apparaît pas? Excusez-moi. Alors on va faire autrement. Laissez-moi juste 3 secondes. Voilà, on y est. Hop, bon, c'était pas comme ça que j'avais prévu les choses, mais on va y arriver comme ça. Alors, non, ça marche pas. Excusez-moi, je suis pas un fin technicien et j'avais pourtant révisé hier. Et là, tout d'un coup, je ne sais plus comment faire. Alors, tac, capture de fenêtre, voilà, on y arrive. Ok, alors je pense que vous devez normalement l'avoir à l'écran. On a ici une œuvre qui s'appelle La Fontaine de Marcel Duchamp en 1917. Alors, la Fontaine, comme son nom le suggère sans l'indiquer précisément, c'est un urinoir. C'est un urinoir que Marcel Duchamp est allé chercher sur une ligne d'usine aux États-Unis. Et il s'est contenté de la poser à l'envers et de la signer sous un faux nom d'ailleurs, sous le nom de Richard Muth en 1917. Lorsqu'il a voulu exposer son œuvre à une exposition d'art contemporain new-yorkaise, les organisateurs de l'exposition vont tout simplement refuser cette œuvre, et tout considérant que ça n'avait rien à voir avec de l'art. Et pour autant, cette œuvre est considérée comme une des œuvres d'art les plus importantes du XXe siècle. Donc ça peut sembler tout à fait étonnant et on va essayer de donner quelques éléments de compréhension pour y parvenir. Donc il nous faut essayer de définir ce que c'est une œuvre d'art et pour y parvenir justement on va commencer par passer par un petit texte de Kant. Donc je vous invite à aller récupérer les textes de Kant que je vous ai laissés sur... Pronote et je vous laisse quelques secondes pour aller récupérer ça et pendant ce temps-là, moi je tâche de vous le faire apparaître et je ne parviens pas à faire apparaître mon texte. Ça, c'est bien aussi. Alors, on va faire autrement.
Alors, tac, j'ai l'impression, j'ai fait une mise à jour, j'aurais pas dû faire ça. Bon, je me rends compte que là j'ai un petit passage. Il y a des petits trous dans mon histoire, je me rends bien compte. C'est bien là. Ah, pourquoi ouh, ça ne marche pas comme j'aurais voulu. Bon. Alors, on y est. Excusez-moi, on va y arriver. On va y arriver. Voilà, normalement, si je fais comme ça, ça devrait marcher. Alors attention, attention les yeux. Hop. Non mais ça on s'en fiche. Tac. Hop. Ah, attention les yeux. On est bon. Ah, pas mal. Bon. Pas mal, pas mal. Bon, alors, j'espère que vous avez votre texte de Kant sous les yeux. On est parti. Premier paragraphe. Alors, juste une remarque d'abord, c'est que Kant va procéder ici à plusieurs distinctions qui vont nous permettre de cerner davantage ce dont on parle lorsqu'on parle d'art, par opposition à plusieurs concepts. D'abord, l'opposition entre l'art et la nature. Ensuite, on va préciser l'opposition entre, d'un côté, l'art et la technique comparativement à la science, et ensuite également cette distinction entre art et technique, et ensuite entre l'art et le travail. Voilà, donc on y vient tout de suite avec ce texte de Kant, premier paragraphe. On distinguera l'art de la nature comme le faire est distingué de l'agir ou de l'effectuer en général, et les productions ou les résultats de l'art, considérés en tant qu'œuvre, seront distincts des produits de la nature, considérés en tant qu'effet. En toute rectitude, on devrait appeler art que la production qui fait intervenir la liberté, c'est-à-dire un libre arbitre dont les actions ont pour principe la raison. Car bien qu'on se plaise à qualifier d'œuvre d'art le produit des abeilles et les gâteaux de cire construits avec régularité, ce n'est que par analogie avec l'art. Dès qu'on a compris en effet que le travail des abeilles n'est fondé sur aucune réflexion rationnelle qui leur serait propre, on accorde aussitôt qu'il s'agit d'un produit de leur nature, de l'instinct, et c'est seulement à leur créateur qu'on l'attribue en tant qu'art. Alors on s'arrête d'abord sur ce premier paragraphe où Kant fait une première distinction entre l'art et la nature. Alors, il faut avoir à l'esprit que chez les Grecs, je vous avais expliqué qu'il n'existe qu'un seul mot pour désigner à la fois l'art
et la technique, c'est le mot de techné, et cette techné grecque, elle s'oppose chez eux à un autre concept qui est celui de la nature, ce qu'on appelle la physis en grec. La techné, qui vient de l'homme, autrement dit, s'oppose à la physis, à la nature. La physis, les sciences physiques, ce sont les sciences de la nature. Donc la physis, P-H-U-S-I-S, la physis, c'est ce qui s'oppose à la techné, et c'est bien ici la distinction qui est faite par Kant. Alors cette distinction, je la reprends d'ailleurs en bas de en dessous de ces petits textes, je vous ai fait un petit tableau qui reprend rapidement cette distinction, où on voit que l'art et la nature se distinguent à deux niveaux, à la fois sur le plan de l'action et également sur le plan du résultat. Si on considère l'art, l'action à laquelle on assiste dans l'art, c'est une action de création. C'est une création qui aura pour résultat ce qu'on va appeler non pas un produit, mais une œuvre. C'est une œuvre que l'on crée en art. Et pour qu'il y ait création, il faut que l'on fasse exister, que l'on fasse naître ce qui n'existait pas auparavant. Et ça, vous pouvez noter cette définition de la création. Créer, c'est faire naître ce qui n'existait pas avant. C'est faire naître ce qui n'existait pas avant, et une telle possibilité de création n'est possible que s'il y a une certaine liberté de celui qui agit, de celui qui fait de l'art. Donc dans l'art, il y a création d'une œuvre, ce qui n'est possible que grâce à la liberté humaine, ce qui se distingue radicalement de la nature. Puisque dans la nature, il n'est pas question d'assister à une création, il n'y a pas de création, mais une causalité. C'est ce que nous savons bien, nous qui avons étudié les sciences. Les sciences étudient les rapports de causalité entre les phénomènes. Quelle cause produit quel effet. Et nous savons que donc, si le résultat de cette causalité c'est un effet, l'effet sera strictement déterminé par sa cause. Donc il n'y a aucune liberté dans la nature, ce qui se trouve par exemple dans le comportement animal. Chez les animaux, nous avons dit, il n'y a pas de liberté d'action, mais une production instinctive. Lorsqu'un animal, le castor, va produire son habitat, ce n'est pas un artiste, mais il va répondre à ses besoins qui sont déterminés par la nature. Bon. Voilà pour notre première distinction. Cette distinction se redouble d'une deuxième que nous pouvons voir dans ce deuxième paragraphe. Deuxième paragraphe de Kant, l'art en tant qu'habileté humaine est également distinct de la science. Le savoir-faire est distinct du savoir. Comme une faculté pratique est distincte d'une faculté théorique. Comme la technique de la théorie, de même l'arpentage de la géométrie. C'est pourquoi précisément on ne qualifiera pas d'art ce que l'on est en mesure de faire dès qu'il s'agit de savoir ce qui doit être accompli, et que donc l'on se contente de connaître suffisamment les faits recherchés. Ce pour l'exécution de quoi nous manquons de l'habileté immédiate, bien qu'on en ait la connaissance la plus complète, cela seul comme tel s'appelle art. Peter Camper décrit très exactement comment devrait être faite la meilleure chaussure, mais il était certainement incapable d'en faire une. Bon. Deuxième distinction ici proposée par Kant. Alors, ce paragraphe comporte une double distinction, pour être précis. Tout d'abord, il nous dit que la science, ici, s'oppose à la technique du côté de laquelle est rangé l'art. D'un côté, nous avons la science qui se définit comme une faculté théorique. Nous dit Kant, c'est une faculté théorique qui renvoie à un savoir théorique. Ce qui est profondément différent de l'art ou de la technique. L'art et la technique ne sont pas des facultés théoriques, mais des facultés pratiques. Ce sont des facultés pratiques qui ont à voir directement avec la praxis, avec l'action. La praxis en grec, c'est l'action. Faculté pratique, donc faculté d'agir dans le monde qui se traduit par un savoir-faire. Donc, le technicien ou l'artiste dispose d'un savoir-faire et non pas d'un savoir, comme c'est le cas de l'homme de science. Donc,
il y a donc cette première différence, théorique-pratique, savoir, savoir-faire. Première différence entre science et technique. Mais nous avons également une deuxième différence qui est fort importante, c'est la distinction au sein de la techné. Si les Grecs n'ont qu'un seul mot, la techné, pour désigner à la fois l'art et la technique, ça ne veut pas dire que ce sont là deux choses rigoureusement identiques, bien au contraire. Alors, ce que l'on peut souligner, c'est que la technique est un savoir-faire qui fait l'objet d'un apprentissage. C'est ici ce que nous dit Kant. Et ce qui signifie que une technique, ça s'apprend. Faire usage d'une technique, c'est quelque chose que l'on peut apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à devenir, je ne sais pas moi, pilote de course ou autre. N'importe qui peut, à n'importe quel âge, développer la connaissance d'un savoir-faire technique, qui donc fait l'objet d'un apprentissage, qui peut s'apprendre. Et par exemple, pour jouer d'un instrument de musique, vous allez avoir besoin de posséder un certain nombre de techniques. Par exemple, toujours sur la musique, il vous faudra disposer de la connaissance du solfège et puis d'un certain nombre de techniques liées à l'exécution d'un morceau que vous allez jouer ou autre. Autrement dit, il y a bien une part de technique dans l'art. Mais cette part du savoir technique, du savoir-faire technique, n'est pas le tout de l'art. Ce n'est pas tout le savoir-faire que l'on trouve dans l'art. L'art ne se réduit pas du tout à sa dimension technique. Vous aurez parfois, je ne sais pas, alors quelques remarques là-dessus, puisqu'on a parfois tendance à confondre les deux. Il existe, alors pour les fans de guitare, vous connaîtrez peut-être un monsieur qui a eu longtemps la réputation d'être le meilleur guitariste au monde, qui s'appelle Joe Satriani. Joe Satriani, c'est un guitariste tout à fait virtuose. Si vous l'écoutez, si vous regardez même ses partitions, elles sont tout à fait étonnantes. Ce sont des partitions pleines de notes. On se demande s'il est possible de rajouter des notes sur une page des partitions de Joe Satriani. Et à peu près lui seul est capable de jouer les morceaux qu'il peut jouer, mais pour autant, je vous avoue que personnellement, j'ai tendance à trouver que Joe Satriani fait ses gammes, fait ses exercices, mais effectivement, on aura chez certains une petite tendance à avoir une exécution purement technique des choses, et où la dimension artistique peut sembler absente. Bon, là, je viens chatouiller un peu Joe Satriani, mais voilà, il y a besoin de techniques pour faire de l'art, mais l'art ne se réduit pas du tout à sa dimension technique. Alors, on peut essayer de justifier une telle idée. Faire de l'art, c'est un savoir-faire qui ne consiste pas à simplement appliquer des règles données. Et c'est bien là le critère que donne ici Kant. Il ne suffit pas d'appliquer des règles que l'on aura apprises, comme le fait la technique. Et dans le langage courant, on va distinguer l'art et la technique à partir du 19e siècle en inventant cette expression de beaux-arts. Les beaux-arts, ce sont les arts artistiques. Les beaux-arts, ce sont les arts artistiques que l'on oppose aux arts techniques. Pour nos camarades de TS, vous savez peut-être qu'il existe une école d'ingénieurs tout à fait célèbre et excusez-moi, j'ai jeté un œil d'un coup là sur vos messages. Monsieur, parlez-moi rapidement, ouais, je suis désolé. Alors oui, il y en a quand même qui suivent. Alors je pensais pas à l'école polytechnique concernant les écoles d'ingénieurs, mais une des plus anciennes écoles d'ingénieurs françaises, Polytechnique étant probablement la première effectivement, c'est le Conservatoire national, c'est pas le conservatoire, c'est l'école nationale des arts et métiers.
Les arts et métiers, c'est également une station de métro parisienne, et ça concerne les ingénieurs qui vont développer des ouvrages d'art, par exemple un pont suspendu entre deux rives, c'est ce qu'on appelle un ouvrage d'art. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas artistique au sens qu'on lui donne actuellement, mais ça relève de la technique grecque, c'est l'art au sens de la technique. Voilà, donc se rappeler de cette distinction entre les beaux-arts et les arts proprement techniques. Alors, quel rapport pouvons-nous indiquer entre d'un côté l'art et de l'autre la technique? Nous pouvons dire que la technique est un moyen au service de la création artistique. La technique est un moyen au service de la création artistique. Alors, c'est un petit peu compliqué de suivre et de répondre à vos questions, de faire tout ensemble. Je jette un œil rapidement. Et on me demande de revenir sur faculté théorique, faculté pratique. Alors, visiblement, je vais un petit peu vite. Je vais essayer de ralentir, mais encore une fois, vous pourrez y revenir. J'ai juste souligné qu'avec Kant, on est en train de faire plusieurs distinctions. On a fait une première distinction entre, d'un côté, la nature, de l'autre côté, l'art. La nature ne connaît pas de liberté. Dans ce qu'on peut observer, on a des rapports de causalité strictement déterminés, des causes qui déterminent des effets, tandis qu'en art, nous créons des œuvres. Et ce qui n'est possible, cette création d'œuvres, c'est faire exister ce qui n'existait pas avant. Cette création d'œuvres, elle n'est possible que si celui qui agit, l'artiste, est un être libre. Donc ça, c'est la première distinction. Deuxième distinction, entre science d'un côté qui est un savoir théorique, purement intellectuel, et l'art et la technique qui sont des savoir-faire pratiques et qui ne reposent pas sur une faculté théorique, sur une connaissance théorique. Donc, voilà, et dernière distinction dans ce deuxième paragraphe, c'est la distinction entre d'un côté l'art et la technique, en soulignant que si nous avons besoin de faire usage d'un certain nombre de techniques dans l'art, l'art ne se réduit pas à sa dimension technique. L'art ne se réduit pas à sa dimension technique, et donc la technique, c'est un moyen au service de la création artistique. Alors, pour illustrer un petit peu ça tout de même, également, c'est que j'ai croisé un certain nombre d'élèves qui partaient pour être étudiants aux Beaux-Arts. Mais qu'est-ce que on apprend quand on va aux Beaux-Arts? Aux Beaux-Arts, vous aurez tous les moyens de développer les compétences techniques nécessaires à la réalisation de vos projets artistiques. Donc, si vous voulez peindre ou si vous voulez faire autre chose, vous trouverez là-bas tous les conseils, tous les matériels, tous les cours qui vont vous permettre de développer vos capacités. Mais quant à savoir ce que vous devez faire, moi quand j'étais étudiant, j'avais une copine qui était aux Beaux-Arts. Et elle, son truc, c'était de faire des tas d'objets en boutons. Elle passait sa vie dans les brocantes ou autres à racheter des boutons par sac entier. Et elle fabriquait des objets de toutes sortes, avec pour matière première et exclusive quasiment des boutons. Mais personne n'était jamais venu la voir pour lui dire « Mademoiselle, vous devriez faire des objets en utilisant des boutons ». Ça relève d'un choix et du choix de l'artiste et de la volonté de l'artiste. Et il n'est pas rare que des élèves se retrouvent à l'école des Beaux-Arts et qu'ils soient finalement un petit peu déçus, un petit peu coincés, puisque comme on l'a dit avec le texte de Kant, si la technique fait l'objet d'un apprentissage,
être artiste, le projet artistique qui peut être le vôtre, là, ça ne s'apprend pas. Le professeur en Beaux-Arts, il peut vous donner les moyens de réaliser votre projet, mais quel est votre projet? Qu'est-ce que vous devez faire? Ben, seul l'individu lui-même peut le savoir. Bon. Alors, on poursuit et vous allez rire, mais ça peut sembler simple, mais il faut que je descende un petit peu mon texte et que je vous propose le dernier paragraphe. Hop. Dernier paragraphe de Kant. Alors, 3 secondes, on commence à être un peu plus efficace. Ok. Ok. Paragraphe 3. L'art se distingue aussi de... Excusez-moi. L'art se distingue aussi de l'artisanat. L'art est dit libéral. L'artisanat peut également être appelé art mercantile. On considère le premier comme s'il ne pouvait être orienté par rapport à une fin ou réussir à l'être qu'à condition d'être un jeu, c'est-à-dire une activité agréable en soi. Le second comme un travail, c'est-à-dire comme une activité désagréable, pénible, attirante par ses seuls effets, par exemple le salaire, qui donc peut être imposé de manière contraignante. Bon. Troisième distinction proposée ici par Kant, c'est une distinction entre l'art et l'artisanat, autrement dit entre l'art et le travail. Alors, pour Kant, l'art est libéral. Ce qui caractérise l'art, c'est son caractère libre. L'art est une activité libre, tandis que c'est un jeu, nous dit. Le jeu a cette particularité d'être une activité totalement autonome de la part des enfants qui pourront créer les règles qu'ils souhaitent se donner pour jouer. L'art est un jeu, nous dit Kant, à l'inverse du travail qui, lui, est considéré comme une activité nécessaire, une activité contraignante, une activité que l'on fait uniquement, nous dit Kant, comme un moyen pour autre chose. Alors là, la distinction de Kant, elle retombe sur les distinctions qu'on a déjà faites précédemment. Il nous dit que le travail, c'est un moyen en vue d'autre chose, alors qu'à l'inverse, ce qui est intéressant dans l'art, c'est que l'art serait une fin en lui-même. Ce serait une fin en lui-même et non pas un moyen en vue d'autre chose. Donc il oppose l'art et le travail de cette manière. Le travail se réduirait à un moyen pour autre chose, tandis que l'art serait véritablement une fin en soi. Alors, on pourrait nuancer quelque peu les propos de Kant, puisque d'abord sur le travail, nous le savons, le travail ne se réduit pas nécessairement à un simple moyen en vue d'autre chose. Nous le savons, il est possible que le travail soit à la fois en même temps un moyen en vue d'autre chose, un moyen en vue du salaire, mais aussi qu'il constitue une fin en lui-même, qui constitue une fin en soi. Et c'est d'ailleurs également le cas de l'art, puisque l'art, s'il est une fin en soi, peut également parfois jouer le rôle de moyen. On peut donner 1 ou 2 exemples pour illustrer cette double idée. On peut prendre des grands compositeurs comme Mozart ou Beethoven, dont la qualité artistique ne fait pas de doute, n'est discutée par personne. Et Mozart et Beethoven ont presque exclusivement écrit des œuvres qui étaient des commandes pour lesquelles ils étaient payés. On allait, par exemple, commander une messe à Beethoven. Bien qu'ils aient utilisé leur art comme un moyen en vue de gagner de l'argent, en vue d'un salaire, c'était pourtant également pour eux une fin en soi, totalement adéquate, en adéquation avec leur propre désir de sujet créateur. Donc voilà, ce propos de Kant qui distingue l'art et le travail, en disant que l'art est une fin en soi, tandis que le travail est un moyen en vue d'autre chose, nous pouvons peut-être le nuancer quelque peu. Alors,
nous arrivons sur la fin de ce petit 1, où nous avons fait plusieurs distinctions à travers ce texte de Kant. Donc, distinction d'abord entre la techné d'un côté, l'art et la technique, et la nature. Distinction ensuite entre l'art et la science, l'art et la technique d'un côté et la science de l'autre, mais également distinction au sein même de la techné entre l'art et la technique. S'il y a de la technique dans l'art, l'art ne se réduit pas à sa dimension technique. Et enfin, si le travail se définit, nous dit Kant, par son utilité, le travail est une activité utile, puisqu'il est un moyen pour autre chose, pour satisfaire un besoin. L'art, lui, c'est un jeu, il ne se définit pas par son utilité. Alors, nous allons réfléchir un peu à cette finalité de l'œuvre d'art. Si l'œuvre d'art ne se veut pas utile, si l'art ne sert à rien, justement, nous allons voir ce que nous pouvons en dire. Est-il bien vrai que l'art ne serve à rien ? Et comment le comprendre ? Donc ça va être ici notre petit 2. Petit 2, après le petit 1, qu'appelle-t-on une œuvre d'art ? Petit 2, la fin visée par l'art. Petit 2, la fin visée par l'art. Petit 2, la fin visée par l'art. Alors, je fais une petite pause message. Je vois passer vos messages sur le chat. Il est très, je peux pas en même temps lire tous vos messages et faire court. Donc, il faut comme ça que je fasse des petits points. Donc oui, je vois vos messages, mais je les lis pas tout de suite. Vous avez raison. C'est mieux quand vous me voyez peut-être, oui, mais bon. Au pire, prenez des screens. J'espère qu'il y a le replay. Oui, il y a le replay. Le 2, c'est la fin visée par l'art. Qu'est-ce que je veux dire par une fin en soi ? Alors, une bonne question. Qu'est-ce qu'une fin en soi ? C'est quelque chose qui vaut pour lui-même. C'est quelque chose qui n'est pas fait pour autre chose. On l'avait dit. Pour essayer de vous le rappeler, essayer de vous rappeler justement ce qu'on a dit en matière de travail, j'enlève le document que vous puissiez me voir. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une fin en soi dans le travail ? Est-ce que le travail est une fin en lui-même ? C'était la question qu'on s'était posée. Est-ce que le travail se réduit à un moyen ? Ou est-ce qu'il est aussi une fin en soi ? Est-ce qu'il a de la valeur par lui-même ? Et par exemple, si on prend l'art défini comme un jeu, nous dit Kant, l'art c'est un jeu car le jeu il vaut pour lui-même. Si des enfants dans la cour de récréation se mettent à jouer, il se dit oui, on dirait que t'es le voleur et moi je suis le policier, etc. On se court après jusqu'à la fin de la récré. Qu'y a-t-il à gagner ? Rien, si ce n'est ce temps de jeu. C'est le temps de jeu lui-même qui est à lui-même sa propre fin. On ne fait pas ça pour gagner une médaille ou je ne sais quoi. C'est vraiment l'activité en elle-même qui est visée. Ici, c'est valable pour l'art. L'art est une fin en soi. On ne réalise pas l'art pour autre chose, pour gagner autre chose, une médaille, un salaire ou autre chose, nous dit Kant. On fait de l'art parce que on le veut. Et finalement, vous l'aurez compris, je ne l'ai pas dit, mais on pourrait souligner que ça correspond au désir propre de l'individu. Donc on va revenir sur cette question du désir, mais une fin en soi, c'est quelque chose qui a de la valeur pour moi, que je ne peux pas remplacer par autre chose, parce que ça n'est pas qu'un moyen, mais c'est bien la finalité même de mon action. Mon action, elle vise à faire quoi ? Elle vise à faire cette action et non pas à obtenir quelque chose derrière. Bon, j'espère avoir été à peu près clair. On
demande l'art comme un métier rémunéré, c'est un travail aussi. Ben, oui, et après la question qui va se poser, c'est de savoir aussi si la création de l'artiste se fait exclusivement en fonction de ce qu'on espère en tirer. Autrement dit, est-ce que l'activité artistique est réduite à un moyen? Est-ce que finalement l'œuvre d'art n'est qu'un produit? Est-ce que ce n'est qu'un produit? Vous n'avez pas connu la grande période des boys bands ou des groupes conçus sur casting? Enfin, vous me direz, il y en a peut-être actuellement, je ne suis pas forcément toute l'actualité. Disney ou autre a mis en place ainsi des groupes de rock qui ne sont pas des groupes d'amis. Ce sont des groupes de gens qui ont fait l'objet d'un casting et finalement on vend un produit. Et tout là n'est que moyen en vue d'un gain, en vue d'un salaire, en vue d'une rémunération importante, mais la dimension artistique d'un certain nombre de ces groupes qui sont en réalité des produits conçus par des entreprises est tout à fait discutable. Donc voilà, à l'inverse, lorsque Mozart ou Beethoven ont fait des œuvres qui résultaient d'une commande, bien qu'elles aient été commandées, ça n'a pas affecté la dimension de créativité de ces deux grands génies de la musique. Bon, alors je reviens un petit peu sur le stream toujours. L'art de la technique, c'est pas de l'art du coup. Juste souligner qu'il y a une part de technique dans l'art. Ça, je reviens là-dessus. J'avais un petit peu insisté. J'avais donné cet exemple des écoles d'art, d'écoles des beaux-arts. Vous allez avoir tout un tas de cours techniques sur, par exemple, si vous voulez peindre, c'est très compliqué, hein. Il y a immensément de techniques picturales, comment fait-on pour réaliser des perspectives, comment fait-on pour amener de la couleur, le jeu des ombres, du noir du blanc, des rapports du noir du blanc, etc. Tout ça, ça fait l'objet de cours très approfondis pour développer une certaine technique, une capacité ensuite à mettre en œuvre un projet artistique qui serait le vôtre. Alors, Sharp, tu es un viewer, oui, je me doute bien, avec cette belle couronne de membres actifs de Twitch. On ne dira pas que l'art c'est une passion, ou pourquoi pas. Juste, je rebondis sur votre remarque. Je rappelle à tous que la passion, on l'a conçue comme étant un cas particulier du désir. On pourrait dire que c'est une forme de pathologie du désir qui aurait un caractère totalitaire, puisque toute la vie de l'individu se tournerait exclusivement autour de la volonté de satisfaire immédiatement cette passion. Et effectivement, c'est une idée qu'on pourrait retrouver chez un certain nombre d'artistes, pour autant peut-être pas non plus généralisé, mais garder ça à l'esprit. Bon. Bon, ok, alors, petit 2, donc la fin visée par l'art. Alors, on vient de dire avec Kant que l'art ne se définit pas par son utilité en vue de satisfaire un besoin, par exemple. Bon. Donc on a dit que ce n'était pas l'utilité qui caractérisait l'art. Bon. Même si c'est possible, une histoire qui est assez connue, c'est celle de Van Gogh. Van Gogh qui a eu des moments très difficiles avant d'être un des peintres les plus célèbres du XXe siècle. Il a eu le plus grand mal à se nourrir, tout simplement, etc. Et à vendre ses tableaux, ses œuvres.
Et donc, la petite histoire raconte qu'il aurait vendu, à l'époque où il était un parfait inconnu, un tableau qui aurait servi à réparer une fenêtre cassée dans un poulailler. Il semble que cette histoire soit véridique, hein, on ait utilisé, enfin un monsieur à l'époque ait utilisé dans son poulailler une œuvre de Van Gogh qui lui semblait tout à fait sans valeur et dont il a pu se servir. Alors, pour dire quoi? Pour dire qu'on peut toujours utiliser. Voilà, que se passe-t-il? J'ai un petit doute, mon explorateur vient de se fermer. Alors je vais juste vérifier que je suis toujours en ligne, jeunes gens. Je reviens tout de suite. Ok, c'est bon. Le SDF qui fait de la musique pour survivre avec sa vieille guitare, il fait ça pour le plaisir. Peut-être un peu quand même. Il n'est pas du tout dit que ce soit quelque chose qu'il fasse contre sa volonté. Au contraire, c'est peut-être quelque chose qui accompagne son existence de façon importante. On ne peut pas, encore une fois, vu qu'on a affaire au désir. Donc la question c'est quel est le désir individuel de chacun? Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à mon désir ou est-ce que c'est quelque chose que je fais exclusivement par contrainte ou comme un moyen pour autre chose, pour gagner de l'argent, etc. Donc voilà, alors l'art n'est pas utile, ce n'est pas son rôle premier, mais si l'art n'est pas proprement utile, l'art n'est pourtant pas rien, l'art a un sens pour l'homme. Donc on va essayer d'éclaircir ce point. Alors, juste une petite remarque, ici nous sommes dans ce qu'on appelle la philosophie esthétique. La philosophie esthétique, donc autrement dit la philosophie de l'art. La philosophie esthétique, c'est quelque chose qui a toujours énormément inspiré les philosophes. Et si vous allez dans une bibliothèque avec un rayon philosophie, il y a de fortes chances que le rayon esthétique soit un des rayons les plus conséquents. Il y a énormément de choses qui ont été dites, écrites sur la philosophie de l'art. Donc il n'est pas du tout question pour moi d'avoir la prétention de vous faire un tableau complet de tout ce qui a pu exister, de tout ce qui a pu être dit en la matière. Je vais essayer de donner quelques éléments de réflexion et essayer de poser quelques problèmes que l'on puisse déterminer sur cette question-là. Bon. Alors, pour commencer, on peut s'arrêter sur la conception de l'art défendue par Aristote. Aristote, donc dans l'Antiquité grecque, attribue à l'art la fonction de représenter la nature. Pour Aristote, l'art a pour fonction de représenter la nature, de représenter la réalité. L'art donne à voir, nous dit Aristote, c'est pas une citation exacte, mais pour Aristote, l'art donne à voir la réalité du monde. L'art donne à voir la réalité du monde, une conception qu'on pourrait qualifier de réaliste, puisqu'il va s'agir de représenter la réalité. Mais alors, attention, il faut bien comprendre ce que dit Aristote. Représenter la nature, ce n'est pas faire un vulgaire trompe-l'œil. Il y a déjà à l'époque des concours de peintres très doués qui ont pour objectif de tromper le public en faisant, par exemple, en peignant des rideaux sur des murs qui amènent les individus à s'y méprendre. Bon, ça c'est quelque chose que l'on fait. On peut réussir à produire des illusions de cette manière, mais ce n'est pas du tout de cela dont parle Aristote. Lorsqu'il dit qu'il faut représenter la réalité, il faut représenter la réalité en soi. Non, rappelez-vous cette distinction valable chez les Grecs entre le monde sublunaire, monde supralunaire, ce qui existe sous la Lune, dans le monde des phénomènes, ce monde soumis à la génération, à la corruption, au devenir, et au-dessus, monde supralunaire, le monde des étoiles, le monde des dieux, mais également le monde des idées intelligibles, le monde de la raison, avec
ces illusions qui caractérisent le monde sublunaire et la vérité du monde qui se situe dans le monde supralunaire. Et bien évidemment, pour Aristote, c'est vers cette vérité de la réalité en soi qu'il faut se diriger. C'est-à-dire que une œuvre d'art doit rendre visible ce qui ne l'est pas, mais elle doit donner à voir la nature telle qu'elle est véritablement. Autrement dit, l'art doit rendre intelligible la réalité, doit donner à voir. Une belle œuvre d'art, c'est une œuvre qui donne à voir la réalité du monde, mais la réalité en soi du monde. Donc, qu'est-ce qu'on note là-dessus? Pour Aristote, conception réaliste de l'art, l'art donne à voir doit donner à voir la réalité en soi du monde. Réalité en soi du monde. Je vous donne juste un exemple. Si on prend les statues grecques, on dit beau comme une statue grecque, etc. Mais personne ne ressemble véritablement à une statue grecque. Le corps de la statue grecque n'est pas celui d'un homme véritable, mais c'est celui de l'idée générale, l'idée du corps, c'est la réalité en soi du corps. Donc, il ne faut pas donner à voir le phénomène tel qu'on peut l'observer ici dans le monde sublunaire qui est soumis à la génération, à la corruption, mais il faut donner à voir l'idée du corps en soi. L'idée du corps en soi, l'idée éternelle de corps, celle qui réside dans le monde supralunaire. Donc, première conception que l'on peut vraiment... c'est à gros traits tout ça, hein, c'est un petit peu... je suis presque caricatural, mais c'est pour essayer de vous donner quelques bases pour vous repérer. Donc on pourrait dire d'abord une première conception de l'art qui serait une conception réaliste, où on doit donner à voir la réalité. Alors le problème, c'est que si l'art doit représenter la nature, doit représenter ce qui existe déjà, on va avoir d'ailleurs deux problèmes. Où se trouve la création? Où se trouve la création s'il s'agit de se contenter de reproduire ce qui existe déjà, c'est-à-dire la nature? Donc, on va avoir tout un tas de philosophes et d'artistes qui vont s'opposer à cette idée réaliste. S'il s'agit de se contenter de représenter la nature, alors ce ne serait pas de l'art. Représenter la nature ne laisse pas la possibilité de la création. Bon, alors que nous avions dit que la création, faire exister ce qui n'existait pas auparavant, c'est tout à fait déterminant. Bon, et par ailleurs, c'est tout à fait réducteur, puisque si l'art doit imiter la nature, est-ce que ça veut dire par exemple que la musique doit se contenter d'imiter le chant des oiseaux, le bruit de la cascade, mais c'est tout? Donc, évidemment, on sent bien que ça n'a pas vraiment de sens, ça peut pas se limiter à une telle chose. Donc, cette conception ne convient pas à tous les arts. Alors, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner sur un petit texte de Hegel. Petit texte de Hegel que je vous ai également déposé dans les ressources pédagogiques. Est-ce que vous pourriez me dire par message si vous avez bien trouvé ces textes que je vous ai dit? Alors, que je vous ai laissé, pardon, je lis un peu les questions pendant ce temps-là et je vais tâcher d'y répondre. Tac, tac, tac. Ok, alors, je vous mets le texte. Texte d'Hegel. Voilà. Alors, tout de même, j'ai dit, je jette un œil sur les questions. Les statues grecques qui ne sont pas issues de l'art sont-elles issues du travail? Oh là, attendez.
Alors, bon, on a pas mal d'interventions de petits camarades extérieurs à nos classes. Bon, pourquoi pas. Plaisir et travail, c'est pas tout le temps dissociable. Bah oui, on peut toujours. Il faut souhaiter qu'on puisse travailler avec plaisir. Hein, c'est toute la différence entre un travail aliénant et un travail dans lequel on va pouvoir s'épanouir comme sujet parce qu'il correspond à nos désirs. Le bonheur est-il une barrière à l'épanouissement du rapport entre l'homme et l'animal? C'est pas du tout notre sujet, Monsieur New. Je suis désolé. On peut cumuler les deux. On peut cumuler travail et plaisir, oui, je suis d'accord. Est-ce qu'un SDF va apprendre à faire de la musique pour gagner de l'argent? C'est pas du tout le sujet non plus. Alors Polo Sang, je sais pas si, a priori non, mais j'espère que c'est pas l'un d'entre vous, puisque je vous ai demandé de mettre des noms reconnaissables, mais une nécessité n'est sûrement pas une fin en soi, justement. La musique pour viser une nécessité, donc une fin en soi, ce qui s'impose de façon nécessaire, c'est un moyen juste pour survivre, mais ça ne correspond pas à un désir propre du sujet et qui lui permettrait une forme d'épanouissement. Alors, Leslie me demande, quand on fait de l'art, on donne sa représentation de la nature. En tout cas, c'est la mission. Alors voilà, c'est la mission qu'assigne Aristote à l'art. Pour Aristote, il va par exemple condamner en fait celui qui se contenterait de faire un trompe-l'œil, mais il doit avoir pour mission de donner à voir, Et finalement, d'une certaine façon, chez Aristote, il y a cette idée que ça viendra en complément de la philosophie. C'est une façon de permettre d'accéder à la réalité en soi par un autre moyen que par l'usage de la réflexion philosophique. Bon. Donc c'est là la fonction qui lui est assignée chez les Grecs et avec laquelle tout le monde ne sera pas du tout d'accord. Si les statues grecques ne sont pas issues de l'art, elles sont issues du travail. Il y a une forme d'effort, hein, évidemment, il y a un certain travail dans l'art, mais ce qu'on va appeler l'art, c'est davantage cette dimension de création qui, encore une fois, va reposer sur des moyens, et notamment des moyens techniques. Bon. Alors, j'insiste, la réalité en soi, pour bien la saisir, il faut vous rappeler qu'on se situe dans le monde grec. Si je vous parle de la réalité en soi, il faut que vous ayez en tête cette division du monde, cette division du cosmos en deux univers différents, qui sont d'un côté la réalité sublunaire, la réalité sous la Lune, celle qui est soumise au changement permanent, etc., le monde des apparences, le monde des illusions, qu'on va opposer au monde supralunaire, le monde de la réalité en soi, des idées éternelles, de ce qui ne change pas. Et pour les Grecs, il y a cette idée que la vérité elle sera recherchée non pas dans le monde sublunaire, qui est le monde des apparences et de l'illusion, mais dans le monde des idées qui, lui, est celui des idées éternelles. Voilà, bon. Bon, merci de m'avoir répondu que vous aviez lu les textes, ça c'est bien. Bon, je me rends compte que je vais un petit peu vite, j'essaie d'y revenir de différentes façons. Bon, il y a des gens qui sont contents, tant mieux. Alors, bon, donc si vous avez les textes, c'est celui que je vous ai ici indiqué, que je vous ai mis à l'écran. Donc, qui est un texte d'Hegel qui est tiré de son livre qui s'appelle Esthétique, justement. Bon. Que nous dit Hegel ? En disant d'une façon abstraite qu'une œuvre d'art doit être une imitation de la nature, on semble vouloir imposer à l'activité de l'artiste des limites qui lui interdisent la création proprement dite. Or, même en imitant la nature aussi exactement que possible, on n'arrive jamais à obtenir une reproduction rigoureusement fidèle des modèles. C'est le cas du portrait, par exemple. Une œuvre d'art peut bien se contenter de n'être qu'une imitation, mais ce n'est pas en cela que consiste sa tâche, sa mission.
L'art doit donc avoir un autre but que celui de l'imitation purement formelle de ce qui existe, imitation qui ne peut donner naissance qu'à des artifices techniques, n'ayant rien de commun avec une œuvre d'art. Alors ici, on a un texte essentiellement critique de la part d'Hegel, qui s'oppose à cette idée que l'art devrait représenter ce qui existe déjà. Autrement dit, il est opposé, c'est ce qu'on voit à la première ligne, Hegel s'oppose à l'idée que l'art devrait imiter la nature. Pour lui, l'art n'a pas à imiter la nature pour plusieurs raisons. D'abord, il semble bien qu'on semble vouloir imposer à l'activité de l'artiste des limites qui lui interdisent la création proprement dite. Si il s'agit de représenter ce qui existe déjà, alors il n'y aura pas de création, nous dit Hegel. Pour Hegel, l'art se caractérise, comme chez Kant, par cette idée de création. Créer, c'est faire exister ce qui n'existait pas auparavant. Puisque créer, c'est faire exister ce qui n'existait pas auparavant, alors, nous dit Hegel, on ne peut pas considérer que l'art doit se contenter d'imiter, de reproduire ce qui existait déjà. Si l'art se contentait de cela, alors l'art ne serait plus de l'art. Donc pour lui, d'abord, cette imitation de la nature, elle s'oppose à la liberté de création, à la création tout court. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de création. Donc, il s'oppose à cette idée d'imitation de la nature. Et en plus, il insiste, il nous dit, même en imitant la nature aussi exactement que possible, on n'arrive jamais à obtenir une reproduction rigoureusement fidèle des modèles. Ce que nous dit ici Hegel, c'est que, en plus de cela, non seulement ce projet d'imitation de la nature s'oppose à la liberté et à la création, mais en plus de cela, c'est un échec annoncé, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, tout simplement, nous dit Hegel, on n'arrive jamais à obtenir une reproduction rigoureusement fidèle des modèles. Alors, il y aura toujours, nous dit Hegel, une différence, une distinction à faire entre la réalité qui constitue le modèle et sa reproduction. Il y a une forme d'imperfection dans ce cas-là de cette imitation. Il nous dit, c'est le cas du portrait par exemple. Jamais un portrait ne pourra parfaitement reproduire son modèle, ne serait-ce que par l'impossibilité de représenter en 3 dimensions des choses de ce type-là. Il n'y a pas de reproduction rigoureusement fidèle des modèles possible. Et on peut rapprocher ça de ce que l'on avait tout de même souligné lorsqu'on avait parlé de l'imperfection de toute chose créée chez Leibniz. Rappelez-vous cette histoire de lumière du monde, je crois que je ne l'ai pas forcément vue avec tout le monde, donc je vais pas trop développer là-dessus, mais pour ceux qui s'en rappellent, dans Candide de Voltaire, on avait vu en creux une représentation de la philosophie de Leibniz, puisque le Candide de Voltaire est une attaque contre Leibniz, qui n'a pas été compris par Voltaire, puisque pour Voltaire, il croit que Leibniz considère que le monde est un monde parfait, en se rapprochant d'une expression assez connue, qui est l'expression du meilleur des mondes possibles, puisque chez Leibniz, le monde est le meilleur des mondes possibles, mais le meilleur des mondes possibles, ça ne veut pas dire qu'il s'agirait d'un monde parfait. Et Leibniz reconnaît parfaitement, justement, qu'il y a une imperfection de toute chose créée. Donc, la Terre en elle-même est imparfaite, comme n'importe quel objet qui fait l'objet d'une création. Et tout simplement, chez Leibniz, parce que une création, toute chose créée, n'est pas à elle-même sa propre cause. Elle ne s'est pas créée toute seule. Elle ne s'est pas déterminée elle-même à exister. Donc une création n'étant pas à elle-même sa propre cause, ne peut pas être parfaite, puisqu'elle n'a pas en elle-même sa propre raison d'être. Elle est dépendante
d'une autre chose. Donc ici, on souligne quand même qu'il y a une forme d'imperfection de toutes les créations, quelles qu'elles soient, et des créations humaines. Bon, oh là là, il se passe beaucoup de choses là sur le chat. Alors, quelques remarques. Moi, Bon, ok. Alors, ça va pas aller du tout. Excusez-moi, je fais un peu le ménage là dans les imbéciles qui se pointent sur notre chat. Bon, j'espère que ça va calmer les autres. Ok. Bon, alors des questions, des vrais. L'imperfection est imparfaite car l'homme est imparfait. L'imperfection est imparfaite par définition, là c'est un jeu de mots, ça nous amène pas très loin. La création est imparfaite parce que l'homme est imparfait. Et non, alors je reviens là-dessus, juste c'est pas tout à fait l'idée de la mythe. La création est imparfaite parce que ce n'est pas elle toute seule qui s'est amenée à l'existence. La création, elle a un créateur. Donc n'étant pas elle-même son propre créateur, bah, cette création n'est pas parfaite. Bon. Pour finir, donc ici, hein, chez Hegel, on a cette idée que l'artiste ne peut pas se contenter de reproduire ce qui existe déjà. Hein, il nous dit une œuvre d'art peut bien se contenter de n'être qu'une imitation, mais ce n'est pas en cela que consiste sa tâche, sa mission. Certains le pensent peut-être comme ça, mais ça ne devrait pas être ainsi, nous dit Hegel. Une œuvre d'art ne consiste pas à simplement imiter la nature, l'art doit donc avoir un autre but que celui de l'imitation purement formelle de ce qui existe, imitation qui ne peut donner naissance qu'à des artifices techniques n'ayant rien de commun avec une œuvre d'art. Si nous voulons imiter véritablement la nature, il va falloir développer un certain nombre de moyens techniques pour y parvenir. On pourrait par exemple scanner en 3D le visage de quelqu'un pour essayer d'avoir un portrait fidèle à l'inverse de ce qu'il vient de nous dire. Mais si on faisait une chose pareille, si on scannait le visage d'un individu en 3D, bah, dans ce cas-là, nous ne serions plus dans l'art, nous serions ici dans un artifice technique. Voilà. Donc, ici, on en arrive à un point important, une conclusion partielle. Ben, c'est que l'art ne se situe pas dans le domaine du vrai, de la vérité, mais bien plutôt dans le domaine du sens. Le domaine de la vérité, nous le savons, hein, le domaine de la vérité, c'est le domaine des sciences. C'est à la science, éventuellement à la philosophie, d'essayer de déterminer une forme de vérité, et la science expérimentale en particulier va chercher à déterminer les lois de la nature. Alors, excusez-moi. Hop. Pour ceux qui suivent, vous avez vu, je deviens réactif. Ok, donc, je reviens sur la vérité. La science qui cherche à dégager les vraies lois de la nature pour mieux comprendre la nécessité naturelle. C'est le domaine des jugements qui prétendent être conformes au réel, etc. Donc, le domaine de la vérité, c'est le domaine des sciences. Mais par conséquent, ça veut dire que le jugement scientifique peut se tromper, on peut être dans l'erreur, on peut dire des bêtises quand on fait de la science.
tout cas, on peut avoir des hypothèses qui ne se vérifient pas, qui sont contredites. Donc si la science est susceptible de faire des erreurs, on peut dire que la science est une activité sérieuse. C'est une activité sérieuse qui prête une sérieuse attention aux lois nécessaires de la nature. C'est une activité sérieuse. La science est une activité sérieuse qui prête une sérieuse attention aux lois de la nature en recherchant une vérité objective, en utilisant des concepts universels, etc., etc. À l'inverse, l'art, lui, ne peut jamais faire d'erreur, puisque l'art ne vise pas une vérité, ne cherche pas à reproduire ce qui est. Puisque nous avons dit que l'art, justement, ne reproduit pas ce qui est, mais relève d'une création. Donc, puisqu'on n'est pas dans la reproduction de ce qui est, il n'y a pas d'erreur possible. Il n'y a pas d'erreur possible, donc on ne peut pas dire d'une œuvre d'art qu'elle a tort, que ce qu'elle exprime, que ce qu'elle désigne est faux, puisque l'œuvre d'art ne prétend nullement dire une vérité. Ce n'est pas un jugement rationnel qui prétendrait dire quelle est la réalité du monde. Bon. L'art n'est donc pas une activité sérieuse, comme peut l'être la science. L'homme de science prête une sérieuse attention aux lois nécessaires de la nature, tandis que l'artiste, lui, l'artiste est fantaisiste, il est frivole. Schopenhauer va parler de la frivolité de l'artiste. Pourquoi frivolité de l'artiste? Cette espèce de légèreté, de détachement du quotidien, d'absence de sérieux, parce que l'artiste va s'échapper au-delà de ce qui est. L'artiste s'échappe au-delà de ce qui est, il ne se contente pas de ce qui est déjà donné. Et alors c'est là où nous arrivons à ce point de jonction important avec notre thématique, qui est celle de la culture. C'est là où on commence à voir que nous avons affaire à un élément important de la culture, puisque justement nous avons, je le rappelle, défini la culture comme l'ensemble des manifestations de l'autonomie des hommes. Si la culture, c'est l'ensemble des manifestations de l'autonomie des hommes, l'autonomie, c'est cette liberté de l'homme, cette capacité à se donner à soi-même ses propres règles. Donc, cette capacité à se donner ses propres règles et à ne pas se contenter de ce que nous donne la nature, elle se manifeste de façon tout à fait évidente dans cette création d'œuvres d'art qui ne se contentent pas de reproduire la nature, mais qui vont créer des choses qui n'existaient pas. Donc l'artiste va s'échapper en quelque sorte de la nature. Nous reviendrons sur cette idée. Et un portrait, par exemple, ce n'est pas une reproduction fidèle d'un modèle, mais c'est d'une certaine façon le regard, le point de vue que porte un artiste sur un visage, sur un modèle. Donc le portrait s'écarte toujours de son modèle. Il ne reproduit jamais à l'identique. Il n'y a pas de reproduction à l'identique dans l'art. Il y a toujours une part de création et donc une part de contingence. La contingence, encore une fois, c'est ce qui n'est pas nécessaire. C'est ce qui peut être ou ne pas être. L'œuvre d'art, la forme que je vais donner au portrait, elle est contingente. Je peux faire un portrait en couleur ou en noir et blanc. Ça relève de ma liberté de sujet. Donc, nous ne sommes pas là dans le domaine de la nature, mais dans le domaine de l'exercice de cette autonomie des hommes qui rapproche l'art du domaine de la culture, enfin qui intègre l'art dans le domaine de la culture. Alors, ce qui veut dire que une œuvre d'art, elle exprime la subjectivité d'un individu. Alors, bon, deux choses. D'abord, juste, je voudrais insister avec un exemple ou deux sur le fait que l'art n'est jamais la reproduction à l'identique du réel. Par exemple, en photographie. En photographie, même la photographie, qui est considérée en France tout du moins comme une forme d'art, la photographie n'est jamais la reproduction fidèle de la réalité. Puisque, sinon, comment pourrions-nous comprendre, par exemple, qu'il y ait
des milliers de gens qui prennent des photos de la Joconde au Louvre. Quel intérêt si toutes ces photos étaient parfaitement équivalentes? Bon, on a là ici un petit indice. Toute photo est une mise en forme du réel. Toute photo est un agencement, pour reprendre le mot d'Aristote. Une mise en forme du réel, un agencement. Alors par exemple, on peut dire plusieurs choses. Vous avez probablement certains comptes sur lesquels vous avez mis une photo de profil. Une photo de profil et vous avez choisi telle photo que vous aimez de vous, que vous sentez de présenter aux autres, alors que vous avez probablement dans votre téléphone d'autres photos que vous ne voudriez absolument pas qu'on voit de vous parce qu'elles sont prises sous votre mauvais angle, vous avez les yeux mal réveillés, etc. Bref, vous n'êtes pas très présentable. Et pourtant, il s'agit bien de la reproduction de vous. Donc, c'est bien que selon les photos, on aura un point de vue différent. Et que toutes les photos ne sont pas équivalentes parce qu'elles seraient une simple reproduction à l'identique de ce qui est. De la même manière, même les photos couleurs ne sont pas une reproduction exacte des couleurs. À l'époque qui a précédé la photo numérique, les photographes professionnels argentiques, donc qui utilisaient les pellicules qu'il fallait développer, tirer, etc. Ces photographes avaient chacun leur préférence entre les pellicules Canon ou les pellicules Fuji. Donc l'étalonnage, ça parlera peut-être un petit peu plus au TS, mais l'étalonnage qui permet de faire ressortir les couleurs est différent selon le type de pellicule. Si vous prenez la même photo dans les mêmes conditions d'exposition, avec le même temps d'ouverture, avec le même appareil, mais avec deux pellicules différentes, vous obtiendrez des couleurs différentes. Donc, la photo n'est pas une reproduction à l'identique du réel. Et encore une fois, on peut donner l'impression que sa piscine est immense parce qu'on aura pris une photo grand angle au ras du sol et on a l'impression que c'est une double piscine olympique, alors qu'en réalité c'est une pataugeoire. Donc voilà, se méfier des photos. Les photos ne sont en aucune manière une reproduction exacte et à l'identique de la réalité. Mais alors je vois les questions qui se passent. Donc pour moi, oui, tout à fait, la photographie, c'est bien de l'art, puisque justement, il va s'agir de mettre en forme par le photographe cette réalité. Il va s'agir de mettre en forme, et ce n'est pas uniquement une simple reproduction à l'identique où il n'y aurait rien à faire. Donc, si justement, la photo, c'est de l'art. Et une reproduction, ce n'est pas une reproduction à l'identique du réel. Voilà, mais la photographie, c'est une création. Alors, visiblement, j'ai pas été clair. Vous avez peut-être, tout le monde a désormais un appareil photo. Alors, tout le monde prend des photos. Tout le monde se croit un petit peu photographe. Et effectivement, on peut prendre des photos qui seront plus ou moins réussies, mais vous n'êtes quand même pas sans savoir. Vous avez déjà croisé des photos de vrais photographes. Il y a justement à la fois ce savoir-faire technique, se servir d'un appareil photo même numérique, c'est extrêmement compliqué en termes de prise de vue, etc. Il y a beaucoup de dimensions techniques à maîtriser, mais au-delà de ça, il y a aussi une dimension artistique, c'est-à-dire que même si vous savez maîtriser parfaitement votre appareil photo, mais que vous n'avez rien d'autre à photographier qu'un mur blanc et que vous ne voyez rien de particulier, enfin bref, si vous n'avez pas d'objet et de façon de le prendre en photo, alors vous n'êtes pas véritablement un photographe, vous ne faites pas d'art. Bon. Donc, la photographie, à mon sens, est tout à fait fait partie de l'art. Je suis assez d'accord avec la remarque de Thibaut. Faites la différence entre certains selfies qu'on peut avoir et des vraies photos Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder ça? Attendez. Non, on verra plus tard parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Alors, on en était à dire que
l'œuvre n'était pas une simple reproduction à l'identique du réel, et l'œuvre de l'artiste exprime la subjectivité de l'artiste, aussi sa sensibilité. Et on peut penser au tableau de Picasso, par exemple, où on voit bien que très souvent, dans les tableaux de Picasso, on n'a pas du tout une reproduction à l'identique, mais on est dans ce qu'on appelle l'art moderne, et donc avec, par exemple, la période cubique, qui est très célèbre chez Picasso, où les corps ont des formes cubiques, de parallépipèdes. Donc on n'est pas du tout là dans une reproduction à l'identique de ce qui existe déjà. Bon, alors comme ça fait 1h30 que je parle et qu'on a déjà dit beaucoup de choses, ce que je vous propose, moi, c'est de finir sur un petit documentaire, justement, qui nous parle de Picasso et d'un tableau particulier qui se trouve être la crucifixion. Je vous laisse regarder ça, ça dure une vingtaine de minutes. Ce que je vous demande, c'est que vous me confirmiez que vous avez bien la vidéo et que tout se passe bien au niveau du son en particulier. Donc par un petit message dans le chat. Voilà, bon. On fera les petits échanges. J'espère que pour ce premier moment de cours en live, ça s'est à peu près bien passé. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Bon, mais tout de suite, c'est pas fini. Je vous invite à regarder ce documentaire fort intéressant, tiré de la collection Palette. Alors, si vous me laissez encore 3 secondes. On est parti. Ça va durer une vingtaine de minutes. Je coupe mon micro et merci de me confirmer que c'est bon dans le chat. À tout à l'heure. La crucifixion, peinte à Paris et datée au dos du 7 février 1930, n'a été exposée qu'à 2 reprises du vivant de Picasso. Le tableau fait partie du lot d'œuvres versées à l'État français par les héritiers du peintre en règlement des droits de succession. Le recensement des milliers d'objets laissés par Picasso a permis une autre approche de l'histoire du peintre. Comme Goya, Picasso s'était composé une collection personnelle qui ne reflétait pas exactement ce qu'il exposait ou vendait. Y figuraient des sculptures, des céramiques, de nombreux carnets de dessins et des tableaux parfois difficiles à classer, comme la crucifixion.
succèdent, toujours plus violentes. C'est dans ce contexte que Picasso peint au début de 1930 une crucifixion. Le décor du calvaire et plusieurs personnages sont reconnaissables. Le Christ sur sa croix, les soldats qui jouent au dé sa tunique, le centurion qui perce le flanc du supplicié pour s'assurer de sa mort, les deux larrons descendus de leur croix et dont les soldats ont brisé les membres. D'autres personnages sont plus difficiles à identifier. Le thème peut surprendre chez un peintre connu pour son athéisme et son indifférence au sujet religieux. Le thème peut surprendre chez un Pourtant, peintre connu pour son l'analyse des athéisme carnets de dessin et son et des indifférence au sujet archives religieux a montré que la passion du Christ avait plusieurs fois été abordée par Picasso et son indifférence au sujet et religieux. que, à montré que la crucifixion de 1930 avait bien d'autres implications souterraines. Tête de chien et Christ crucifié, 1892. Picasso a 11 ans. Christ crucifié, 1896. Le Christ devant Pilate, 1896. Femme en prière au chevet d'un enfant, 1899. Visage du Christ, 1901. Christ sans croix, 1902. Crucifixion au milieu de scènes d'étreinte, 1903. Picasso revient à la crucifixion vers 1915-1918 avec un dessin à la mine de plomb. À la même époque, il exécute plusieurs dessins d'inspiration cubiste où sont mises en scène les trois croix. Le cavalier à la lance fait son apparition. Nouveau retour à la crucifixion en 1926 avec un dessin à la plume. Un Christ aux bras largement écartés, le centurion à la lance, des figures de pleureuses et un corps allongé au premier plan. En mai et juin 1929, nouvelle série de dessins. 25 et 26 mai, une femme nue est à genoux, les bras dressés, révulsés à tel point que son visage est vu à l'envers et que son nez, tel un organe phallique, pointe vers son anus et son sexe. Pour Picasso, c'est Marie-Madeleine, puisqu'il la replace sur un dessin du 10 juin. Elle est au bas de la croix, il y a les pieds du Christ, un fragment de l'échelle, les joueurs de dés, les centurions et toutes sortes de visages de la foule. 17 juin, même dessin mais simplifié. 18 juin, les formes du dessin du 10 juin sont reprises avec des jeux d'ombrage. En 1930, un dessin au crayon met à nouveau en place plusieurs des acteurs du sacrifice. La lune est présente à gauche, le soleil à droite. Toujours en 1930, quelques jours avant de peindre la crucifixion, Picasso dessine sur un de ses carnets la tête grimaçante qui figurera sur le côté gauche et la tête de menthe religieuse de droite. Il ajoute des indications de couleur. La crucifixion est un morceau de contreplaqué sur lequel Picasso a peint directement à l'huile. Aucune couche d'apprêt n'est apparente. La technique est simple. Des traits limitent les formes, qui sont rendus par des aplats de couleurs réalisés au pinceau et au petit couteau à palette. La teinte des traits du dessin varie selon les plages de couleurs. Le Christ en croix et le personnage denté ont été peints sur un fond noir. Les touches de blanc sont disposées de façon à laisser en réserve les traits noirs du dessin. Un seul objet est traité en relief, la forme massive verte en haut à gauche.
Un ombrage de touches rouges et bleues amorce le volume. Picasso a peint la forme triangulaire jaune en bas à droite sur un fond vert, celui qui est visible non loin. De même, la surface bleue à l'extrême gauche a été peinte sur un fond vert émeraude dont il ne reste qu'un élément à gauche de la figure grimaçante. Le peintre a donc plusieurs fois repris sa composition jusqu'à parvenir à un équilibre chromatique satisfaisant. Outre le noir et le blanc, la palette montre une dizaine de teintes. Jaune, ocre, vert clair, vert foncé, bleu d'outre-mer plus ou moins clair ou encore pur, donc plus sombre pour certains traits, pourpre, vermillon, orangé. Les formes colorées sont entremêlées, les couleurs complémentaires ou presque complémentaires sont juxtaposées de façon à obtenir les contrastes les plus stridents et même des effets optiques agressifs. C'est comme si l'exubérance et le heurt des couleurs voulaient traduire le paroxysme de la souffrance. L'opposition brutale entre les silhouettes blanches du centre et le fond noir résume tous ces contrastes. La couleur sert aussi à dramatiser certains fragments de la scène. Les corps disloqués des deux larrons passent du jaune au bleu, comme si c'était peu à peu gagné par la mort. Le bras du Christ et la partie de la croix sur laquelle l'homme est en train de le clouer sont encore jaunes, pas encore envahis par la blancheur du groupe central, blancheur qui évoque le cadavre et le linceul. La lance du centurion, d'abord rouge, devient ocre lorsqu'elle passe devant l'échelle, noire lorsqu'elle parvient dans la zone blanche. Cette gamme de couleurs a sans doute été inspirée à Picasso par les enluminures de l'Apocalypse de Saint-Sever, un manuscrit médiéval auquel son ami Georges Bataille consacre un article dans la revue Documents en 1929. Cette revue, qui mêlait ethnographie et art dans un esprit proche des surréalistes, fit très souvent référence aux travaux de Picasso. Les enluminures de l'Apocalypse de Saint-Sever sont basées sur des oppositions de couleurs. Ainsi, dans Satan et les sauterelles s'affrontent deux couples de couleurs, rouge orangé et vert, brun violet et jaune. Ces couleurs ne sont pas complémentaires, mais produisent un effet irritant, renforcé par le bleu sombre des personnages et des sauterelles. Au centre, Satan est peint en blanc et noir. Les personnages de la crucifixion sont plats, sans ombrage, comme dans les peintures naïves, l'affiche populaire ou la bande dessinée. Ils sont vus soit de face, soit de profil, comme dans la peinture égyptienne. L'espace du Golgotha est à peine suggéré, mais les croix des deux larrons, petites, semblent très éloignées. De la même façon, le centurion à la lance, qui devrait se trouver près de la croix et devant l'échelle, est si petit qu'il paraît être à des dizaines de mètres en arrière sur le sommet d'une autre colline. Encore un souvenir des enluminures de l'Apocalypse de Saint-Sever. Dans le déluge, les personnages disproportionnés flottent dans un espace sans repère et sans perspective. Le regard est dérouté par la prolifération des membres. D'abord, le spectateur ne perçoit pas si le grand pied bleu de droite appartient au personnage au masque jaune et rouge ou à son voisin, ou encore au soldat qui joue au dé. Il découvre ensuite que le masque jaune et rouge est lui-même nanti de petits pieds.
le tableau respecte une symétrie classique. La croix est située au centre et les groupes de personnages s'équilibrent à droite et à gauche. Les montants et les barreaux de l'échelle découpent des espaces géométriques et rythmiques. La crucifixion, telle qu'elle est reproduite dans les livres ou les catalogues, brouille les repères du spectateur. Elle pourrait être aussi bien une vaste fresque qu'un grand tableau de genre. La surprise du visiteur du musée Picasso est autant due à la stridence des couleurs qu'à la découverte de la taille modeste du tableau. 51 cm 5 sur 66,5. Dans la mise en scène du calvaire, les peintres classiques soulignaient parfois le supplice exceptionnel du Christ en attribuant aux deux larrons des croix en T, sur lesquelles ceux-ci étaient ligotés et non cloués. C'est la forme que choisit Picasso. Les larrons gisent à terre après qu'on les ait descendus de leur croix et qu'on leur ait brisé les membres. Le peintre reprend des silhouettes désarticulées qu'il a déjà peintes les années précédentes. Acrobate. Ou nageuse. Il se souvient sans doute aussi des noyés du déluge dans l'Apocalypse de Saint-Sévère. Le Christ du dessin de 1927 avait encore une stature imposante et une tête détaillée. Celui de la peinture de 1930 a des bras très sommaires et il a l'air fragile comme un enfant. Sa tête minuscule et ronde, où seuls 3 points figurent les yeux et la bouche, s'inspire des statues des Cyclades que montrait la revue Cahiers d'art en 1929, juste après un article consacré aux toiles récentes de Picasso. Ces toiles récentes, les baigneuses, ont été peintes à Dinard l'été 1928. Elles montrent, elles aussi, ses petites têtes et ses corps déformés. Le Christ, traité en blanc, est placé sur un fond noir. Selon l'Évangile, au moment de l'agonie, les ténèbres se font. Ce n'est pas la première fois que Picasso peint un personnage les bras en croix. Ainsi, en avril 1925, après une visite au ballet russe à Monte-Carlo, le peintre exécute un grand tableau, La Danse, qu'il modifie en apprenant la mort de son ami de jeunesse, Ramon Pichot. Picasso, dans un de ses propos, a reconnu que l'ombre à droite était celle de Pichot. La figure de Ménade déchaînée à gauche pourrait être la femme de Pichot, Germaine. En 1901, à Barcelone, l'un des amis de Picasso, Carlos Casagemas, s'était suicidé par amour pour elle. Il serait le personnage central de La Danse, mi-homme, mi-femme, les bras en croix. En peignant Casagemas sur son lit de mort, Picasso avait déjà utilisé des contrastes violents. Cette palette correspond sans doute pour lui à l'émotion la plus grande. Il la retrouve 30 ans plus tard dans la crucifixion. La danse, qui semble opposer les deux hommes à la femme déchaînée, peut être lui aussi comme une crucifixion et comme une allusion à la vie personnelle de Picasso. Germaine, responsable de la mort de Casagemas et bien plus tard du malheur de Pichot, est une autre figure d'Olga, rendue, elle, responsable de l'asphyxie progressive du peintre. La figure blanche et bestiale plaquée contre le Christ est probablement sa mère, la Vierge Marie. Elle a 2 petits yeux rapprochés, comme un poisson plat. La bouche béante montre quelques dents. Elle a le visage des femmes peintes l'année précédente dans Le Baiser ou Le Grand Nu dans un fauteuil rouge. L'homme qui cloue sur l'échelle rappelle plusieurs figures filiformes qu'invente Picasso à cette époque, écho de sculptures africaines. Depuis le début du siècle, les peintres, et surtout les cubistes, comme Braque ou Picasso,
collectionne les arts primitifs et s'en inspire. L'échelle oblique était déjà présente dans le projet, puis dans la version définitive du rideau de scène pour le ballet Parade en 1917. Autre réminiscence, une gravure de Jacques Callot de la série Les Malheurs de la guerre. L'arbre au pendu, avec ses deux branches principales, ressemble à la croix, contre son tronc oblique une échelle. Au pied de l'arbre, deux soldats jouent au dé. C'est bien à Callot que Picasso a emprunté le tambour. Les deux soldats sont difformes, monstrueux, et ont des profils d'oiseaux aux aguets. Le centurion à cheval avec sa lance n'a plus le rôle qu'il occupait dans certains tableaux du Quattrocento ou encore chez Rubens. Il n'a même plus l'importance que lui accordait Picasso dans ses dessins. Cette fois, il est minuscule et ressemble à un picador, un des personnages clés de la corrida. Bien des années plus tard, Picasso reviendra à ce rapprochement entre la crucifixion et la corrida. Dans une série de dessins de mars 1959, Toros y Toreros, le torero est assimilé à un Christ crucifié. Près de la croix, à cheval sur la frontière entre la zone de ténèbres et la zone de clarté, se tient une petite figure énigmatique. Picasso en a donné d'abord une version isolée en 1929. C'est une image qui rassemble le soleil et la lune, donc le jour et la nuit, qui se succèdent au moment de la mort du Christ. Le chapeau triangulaire pourrait symboliser le bonnet phrygien qui coiffe le dieu perse Mitra. Dieu solaire, il pesait les âmes dans l'au-delà. On lui sacrifiait un taureau. Picasso peut avoir été séduit par le rapprochement entre le christianisme et cette religion sacrificielle primitive dont la corrida serait une lointaine survivance. Le thème est abordé par Georges Bataille dans un numéro de Documents en hommage à Picasso. Dans son texte « Soleil pourri », Bataille oppose deux images du soleil. Le soleil de midi, conception la plus élevée et la plus abstraite, et l'image du soleil regardé fixement et qui devient horriblement laid, rend aveugle ou fou. Il identifie le soleil regardé à l'homme qui égorge le taureau dans le culte de Mitra. Ainsi, la figure située à droite tient la place qu'avait le soleil dans le dessin préparatoire de 1930. Visage solaire aux yeux rouges, couronné de plumes ou de rayons, il rappelle lui aussi certaines sculptures d'Afrique ou certains masques ou aumes d'Océanie. C'est la figure d'un dieu ou d'un sorcier participant à une cérémonie dont le Christ et le personnage évoquant Mitra seraient les autres principaux acteurs. Ou encore une sorte d'archange flamboyant, comme il y en a dans les jugements derniers de la peinture classique. L'objet vert, situé à gauche, serait l'éponge qu'un homme imbibe d'un mélange de vinaigre et d'eau, la boisson des soldats romains, et tantôt Christ qui, dans son agonie, a demandé à boire. Picasso en fait une masse énorme, en relief, menaçante, comme un rocher prêt à écraser le personnage qui se trouve en dessous. Ce personnage ambigu occupe la place qu'avait la Lune dans le dessin préparatoire de 1930. Sa gueule béante a en effet une forme en croissant. Son profil évoque celui de certaines sculptures d'Océanie. C'est un oiseau bariolé, une sorte de perroquet au bec béant, monté sur un corps à forme humaine. Dans les mois qui précèdent la crucifixion, Picasso peint plusieurs fois de tels monstres. Il peint aussi des têtes de menthes religieuses posées sur des corps explicitement féminins. Une de ces figures se retrouve greffée sur le personnage de droite, qui lève les bras au ciel et reprend la pose d'une des Marie-Madeleine des dessins préparatoires. Picasso a abandonné le visage retourné vers le sexe au profit d'un masque animal.
Mais ce masque lui-même est une allusion sexuelle. La menthe religieuse femelle est un insecte très vorace, à qui il arrive parfois de grignoter son mâle pendant la copulation. Les bras levés et les mains ou doigts croisés sont inspirés de ceux de la Marie-Madeleine de Matthias Grunewald. C'est en effet à partir du retable d'Issenheim que l'année suivante, Picasso, dans sa nouvelle maison de Bois-Gelou, entreprend toute une série de dessins à l'encre de Chine. Objets et personnages sont maintenant dilacérés, comme décomposés. Ou bien les formes s'allongent, s'emboîtent, s'articulent, et tout le calvaire devient une architecture d'ossements. Parfois une touche d'humour vient atténuer ces visions de cauchemar. Le périsonium du Christ, ce voile de pudeur qui, de tradition, est censé lui ceindre les reins, est traité par Picasso comme un linge de bébé, et le peintre dessine même l'épingle de nourrice. Autre dérision, il prévoit une vis à la place du clou. Tous ces dessins montrent combien Picasso était préoccupé par la crucifixion. Il songeait peut-être à une grande composition dont la petite peinture de 1930 aurait pu n'être qu'une première ébauche. Picasso reprendra le thème en 1937 avec des études de larmes et de pleureuses. Ou en août 1938, avec un dessin où se retrouve le cavalier à la lance. Cette fois, le peintre montre un linge taché de sang, voile de Véronique ou Mouletta. Le Christ hurle, une femme lui arrache les entrailles et les dévore. Une Marie-Madeleine révulsée et urinante est agrippée au sexe du Christ. Le dessin a certes un caractère sexuel blasphématoire. Mais Picasso ne fait que traduire là, de façon ouverte, les innombrables allusions de la peinture classique à la virilité du Christ. Ce dessin explique aussi le personnage en blanc de la peinture de 1930. Cette silhouette à la bouche béante, qui pourrait être la Vierge Marie, se lamentant, est prête en fait à dévorer le Christ. La crucifixion appartient donc à une série d'œuvres secrètes où Picasso expose ses rapports troubles avec les femmes. Composé la même année que la danse, le baiser montrait déjà une étreinte amoureuse où le choc des formes et des couleurs enfermait le couple dans une sorte de sinistre guerre sexuelle. La rencontre en 1927 avec Marie-Thérèse Walter, alors âgée de 17 ans, ne transformera pas aussitôt l'univers de Picasso. Si, au cours des années suivantes, il peint souvent avec bonheur sa toute jeune maîtresse, il reste hanté par une imagerie brutale. La baigneuse au bord de la mer montrait une femme nue à tête de montre religieuse. La femme au fauteuil rouge, ou le grand nu au fauteuil rouge, exprimait la même violence, qui se poursuivra encore, après la crucifixion, avec la femme au stylet ou le meurtre. Et jusqu'à Guernica, où Picasso remet en scène, dans une immense gamme de gris, des personnages fabuleux et des gestes tragiques de ses tableaux précédents. Mais Guernica était l'illustration d'un drame mondial, et le tableau géant avait été peint pour être montré. La crucifixion, malgré l'universalité du thème, n'était pas destinée à être exposée. Personne ne peut dire avec certitude pourquoi le peintre tenait à garder précisément ces tableaux-là. Mais cette abondante série des années 20 et 30 est comme le journal intime d'une longue crise qui s'est condensée dans ce petit tableau de la crucifixion dont le peintre ne se sépara pas. Pour raconter cette crise, la crucifixion utilise un mode de narration particulier. Des épisodes successifs de la Passion sont montrés en même temps. Le Christ est cloué sur la croix et reçoit le coup de lance. Les soldats se partagent ses vêtements et les larrons sont déjà descendus à terre.
La lumière voisine avec les ténèbres, les imprécations avec les lamentations. Cette forme d'exposition simultanée, qui rappelle celle de la peinture religieuse du Moyen-Âge, est aussi celle des récits mythiques ou des rêves. Du mythe ou du rêve, la crucifixion possède la dimension métaphorique. L'échelle est là pour rappeler d'abord qu'il y a un problème d'échelle, ensuite que c'est avec cette échelle de parade que l'aventure avec Olga a commencé. L'abondance et la taille des pieds servent à illustrer que nous sommes bien au pied de la croix. Les soldats à tête d'oiseau, la Marie-Madeleine à tête de montre religieuse ou la Vierge cannibale suggèrent un monde d'animaux humains de cauchemar. Comme le mythe ou le rêve, le tableau concentre donc toutes sortes d'images. Images de l'histoire religieuse, images de l'histoire de la peinture, images des arts primitifs, images des recherches successives du peintre, images de sa vie personnelle. C'est comme si Picasso se mettait lui-même en scène en crucifié, cerné par la sarabande des figures du mal, dans un rituel sacrificiel qui emprunte à d'autres pratiques primitives ou ésotériques. Par sa composition, le rituel peint devient lui-même une sorte de conjuration de la douleur et de l'épouvante. La stridence des couleurs est aussi une forme de résistance à la mort blanche et noire. Cette image du peintre mutilé et dévoré par les femmes appartient à l'histoire secrète de Picasso. Elle ne cessera de le hanter à travers les figures du Christ torero ou du Minotaure. Et jusqu'à cet ultime autoportrait, où le peintre enfin seul se regarde dans le miroir, comme au bout de son chemin de croix. Bon, voilà pour le documentaire sur Picasso. J'espère que ça vous aura intéressé. Je pense que c'est une collection palette que vous pouvez trouver au CDI à l'occasion du lycée. Je ne crois pas que vous arriviez à trouver ça sur YouTube si ces questions d'histoire de la peinture vous intéressent. En tout cas, ce qui m'intéresse notamment dans ce documentaire, c'est qu'il montre très bien. Il montre très bien qu'il y a un gros travail préalable à la création chez l'artiste et que ça ne vient pas comme ça et qu'il y a beaucoup de règles, et puisque c'était un peu le débat qui commençait à se faire sur le chat pendant le documentaire. Je vous rappelle que quand je mets un documentaire, c'est bien d'être attentif et de le regarder jusqu'au bout, mais pour autant, a commencé à venir ce débat sur la nécessité de suivre un certain nombre de règles dans la création artistique, et que ces règles, effectivement, elles existent, mais elles relèvent du choix, de l'autonomie de l'artiste. C'est sa liberté de création, et comme on peut le voir ici chez Picasso. Alors on reviendra sur ces questions de règles, simplement pour finir pour aujourd'hui, montrer aussi, finir en disant, conformément à ce qu'on a pu voir là ici chez Picasso, c'est que l'art n'est donc pas une simple reproduction du réel. L'art n'est pas une reproduction du réel, c'est une recomposition du réel. Recomposition, c'est le composer autrement. Recomposition du réel qui révèle une vérité subjective, ou plus exactement ce que ressent l'artiste.
Donc finalement, l'œuvre révèle un sens plutôt qu'une vérité. Encore une fois, ça se voit bien dans ces œuvres de Picasso qui ne cherchent pas du tout à reproduire simplement la réalité, mais qui s'expriment d'une certaine façon à travers ces œuvres. Donc nous pouvons dire que l'artiste réinterprète le monde. L'œuvre artistique, c'est une réinterprétation du monde, et cette œuvre, elle constitue un monde fictif, un monde possible et autosuffisant. Donc on reviendra la semaine prochaine sur cette idée qu'une œuvre d'art, on partira de cette idée que l'œuvre d'art, c'est finalement un monde en lui-même, c'est un monde qui n'est pas en rapport avec la réalité de la nature, mais c'est un monde fictif et qui se suffit en lui-même, qui est en rupture justement avec la nature, et c'est ce qui fait de lui un élément fort de la culture. Voilà, j'espère que ça se sera bien passé pour la plupart d'entre vous. Pour ceux qui ont eu des difficultés de connexion, je l'ai vu, vous pouvez accéder à ce live qui va rester sur le site de Twitch. Certains, j'ai vu, disent que ça reste 24 heures. Je ne sais pas si ça va rester 24 heures. Par contre, les petites vidéos que j'ai prises par erreur et que je ne m'étais pas rendu compte que c'était enregistré sur le site. Donc voilà, heureusement, je n'ai rien fait de répréhensible devant la caméra. Pour autant, c'est une illustration, hein, si besoin était, des dangers des réseaux sociaux, parce que je sais pas, j'aurais pu faire quelque chose qui aurait ruiné ma vie, ma carrière en l'espace de 60 secondes. Donc voilà, ayez à l'esprit que avec toutes ces histoires de diffusion sur Internet, on offre quand même une vue sur sa vie privée, et que voilà, il faut se méfier de ces outils. Mais toujours est-il que c'est moi qui ai supprimé la vidéo, donc elle ne se supprime pas automatiquement, et vous pourrez donc, je pense, accéder encore quelques jours à ce live. Voilà, je reste joignable évidemment sur WhatsApp, hein, vous avez tous mes coordonnées, vous pouvez intervenir soit sur les groupes classes, soit me contacter directement. Je vous encourage à rester mobilisé, à être sérieux, à travailler, et voilà, et vous pouvez éventuellement m'envoyer un certain nombre de questions. Si j'ai un certain nombre de questions, je ferai peut-être une réponse groupée pour tout le monde, pour repréciser ce qui n'a pas été. Après également, je vous encourage à faire preuve d'une forme de solidarité entre vous. Je viens de voir là que sur WhatsApp, il y a déjà parmi vous des élèves qui ont la gentillesse de partager leur prise de notes avec d'autres, etc. C'est vraiment un modèle, étant donné la situation dans laquelle on se trouve. Cette solidarité entre vous, je pense qu'il faut essayer de la développer pour trouver des solutions pour tout le monde. Voilà. Eh bien écoutez, jeunes gens, bonne fin de journée à vous. C'est donc la fin de ce premier live de philosophie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne. Et portez-vous bien d'ici là. À bientôt. Bye.